Bonjour à tous, bienvenue au domaine pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler des fermentations malolactiques. C'est la deuxième fermentation qui est faite sur le vin. Alors, on a déjà parlé des fermentations alcooliques, donc qui sont faites avec des levures. Les fermentations lactiques, elles se déroulent grâce à des bactéries qui dégradent l'acide malique en acide lactique. Cette fermentation est aussi appelée malo ou FML. Cette fermentation est obligatoire sur les rouges. D'ailleurs, on a un taux minimum d'acide malique à respecter pour pouvoir commercialiser le vin. Ceci s'explique parce que si on commercialisait du vin avec un taux d'acide malique trop important, on a trop de risques d'avoir des troubles dans la bouteille et des déviations aromatiques. En blanc, les fermentations malolactiques sont facultatives. D'une manière générale, sur le domaine, on les fait sur les chardonnays. Sur les aligotés, on les fait jamais. Principalement parce que sur les aligotés, ça a tendance à donner un petit goût de pomme verte qui n'est pas forcément très valorisant sur l'aligoté. Sur le chardonnay, soit ça peut être une note intéressante ou ça se ressent mais de manière moins importante que sur l'aligoté. L'acide malique est un acide plus fort que l'acide lactique, donc en faisant les malos, ceci permet aussi de faire diminuer l'acidité des vins. Alors par exemple sur les blancs, une année où l'acidité est très forte, on va avoir tout intérêt à faire la fermentation malolactique pour faire baisser l'acidité des vins. Donc c'est ce qu'on va faire sur le millésime 2019. On va faire les fermentations malolactiques sur les bourgognes blancs et sur les macons chardonnay parce qu'ils ont une bonne acidité, alors que par exemple sur le clos gandin, l'acidité est déjà un petit peu juste. Donc si on fait les malos, je serai obligé d'acidifier par la suite, donc ce qui est complètement inutile. Donc je préfère ne pas faire les malos. Et sur donc, le bourgogne blanc et le macon chardonnay, je vais faire les malos pour ne pas avoir à désacidifier ces vins. Donc les fermentations malolactiques sont aussi un moyen de gérer cet aspect de l'acidité du vin. Pour un vin un petit peu trop acide, plutôt que de le désacidifier, on a tout intérêt à faire les malos. Et pour un vin qui est un petit peu limite en acidité, on n'a aucun intérêt à faire les malos si c'est pour le réacidifier par la suite. Sachant que l'acidité d'un vin est importante, il n'en faut pas de trop pour pas qu'en bouche on sente trop d'acidité, mais une acidité correcte permet d'avoir des vins qui se gardent plus longtemps et d'avoir un bon équilibre entre l'acidité, le taux d'alcool et éventuellement le sucre résiduel que peut contenir le vin. Quand nous ne faisons pas les malos, il reste donc une grande part d'acide malique qui est assez instable et qui est surtout facilement attaquable par des bactéries. Donc afin de ne pas avoir de problème de fermentation qui partirait dans les bouteilles, pour compenser le fait de ne pas avoir fait la fermentation malolactique, on fera ce qu'on appelle une filtration stérile. Donc c'est une membrane très fine qui permettra de retenir tous les micro-organismes qui pourraient se développer dans le vin. Ainsi, même si les fermentations malolactiques ne sont pas faites, on est sûr de ne pas avoir de problème. Pour réaliser ces fermentations malolactiques, on a deux solutions. Soit on ensemence le vin avec des bactéries que l'on trouve dans le commerce, ou alors on peut le faire avec les bactéries qui sont naturellement présentes dans le vin. Au domaine, dans la majorité des cas, on utilise les bactéries qui sont naturellement présentes dans le vin. Après, en fonction de l'acidité du vin, de l'année, ça ne marche pas à tous les coups. Des fois, on ne sait pas pourquoi, on n'arrive pas du tout à faire les malos avec les bactéries qui sont présentes dans le vin. Peut-être parce qu'il y en a moins, peut-être parce que les conditions du vin sont un petit peu trop extrêmes. Par exemple, avec des vins très acides, avec un pH très bas, il sera difficile de faire partir les malos.
Donc à ce compte-là, on utilise des bactéries du commerce qui sont sélectionnées pour être adaptées avec des vins très acides avec un pH très bas. Mais ça n'est vraiment pas notre solution que l'on préfère parce que tout simplement, les bactéries, ça coûte assez cher. Donc pourquoi acheter des bactéries alors qu'on en a naturellement présentes dans le vin? Surtout que l'on sulfite très peu à l'entrée de la vendange dans la cave. Donc normalement, avec des beaux raisins, si on ne sulfite très peu, on a toutes les conditions pour que les bactéries puissent se développer convenablement. Si ces conditions réunies, il suffit de mettre le vin en chauffe, oui, parce que ça se fait en fin des vendanges et puis ça peut continuer tout au long de l'hiver, selon au rythme où ça travaille et quand on a le temps de s'en occuper. Donc la cave est souvent assez froide, autour des 10 degrés, ce qui est trop peu pour que les bactéries puissent se développer. Pour un bon développement des bactéries, il faut une température à 20 degrés. Plus, ce serait dangereux car au-delà, le vin a plus tendance à s'oxyder et il y a aussi des mauvaises bactéries ou des mauvaises levures qui pourraient se développer dans le vin et apporter des déviances aromatiques. Donc 20 degrés, c'est vraiment la température idéale pour que les bonnes bactéries puissent se développer. Donc là, comme il me reste un petit volume à faire, parce que j'ai fini tous les rouges, j'utilise la résistance électrique. Pour faire les malots, on est équipé de différentes cuves. Donc là, vous avez la cuve qui est en cours de malo. Donc ici, c'est les gamets. Donc la future cuvée Mâcon Rouge 2019. Donc vous pouvez voir, elle est équipée d'un thermomètre qui permet de suivre la température. Donc là, elle est à 19. Donc c'est pas mal. En général, suivant quand la résistance est en route, elle oscille entre 19 et 20 degrés, donc ce qui est parfait. Vous pouvez voir qu'on a un chapeau spécial pour le faire. Donc normalement, bon, tous les chapeaux sont équipés d'une soupape de sécurité. Donc ça sert à pouvoir dégager le SO2 qui est dégagé pendant les fermentations. Et là, dessus, il y a rajouté 2 réhausses qui permettent d'insérer les différents équipements dans la cuve sans faire rentrer trop d'air sur le vin. Ici, vous avez une résistance qui plonge dans la cuve. Donc ça, c'est ce qui va chauffer le vin. Cette résistance est gérée par une sonde. Voilà, qui plonge dans le vin, donc qui permet de contrôler la température. Et là, vous avez le boîtier qui, en fonction de la température, ordonne à la résistance de se mettre ou pas en route. Alors, ça va très bien, même pour des grands volumes, jusqu'avec nos cuves de 30 hectos. Mais après, comme je suis un peu limité en volume avec cette résistance, je suis amené aussi des fois à utiliser le crière et avec les cuves avec le bandeau de thermorégulation. C'est exactement le même matériel que pour les fermentations alcooliques quand on les chauffe ou qu'on les refroidit. Donc, sauf que là, avec le crière, je peux maintenir aussi plus de cuves, donc un plus grand volume, à 20 degrés. Donc, d'une manière générale, quand j'ai des plus petits volumes, je préfère utiliser la résistance électrique parce que ça sollicite moins le crière. Le crière, c'est quand même un matériel qui est, je dirais pas fragile, mais disons que assez coûteux à l'entretien pour les pièces. Donc, moins il tourne, plus ça m'arrange. Et puis bon, j'ai jamais eu l'occasion de comparer parce que j'ai toujours un peu de matériel qui tourne, donc c'est assez difficile de voir la différence. Mais je pense que le crière est quand même beaucoup plus gourmand en énergie. Parce que la résistance, une fois que la cuve est à température, elle arrête de chauffer. Alors que le crière, ça fonctionne avec un système d'électrovanne. Donc même si la cuve est à température, l'électrovanne va se couper. Donc la circulation d'eau va s'arrêter. Par contre, lui, le crière va continuer à tourner, continuer à chauffer. Bon, alors il va consommer un petit peu moins d'énergie, chauffer un petit peu moins fort puisque l'eau va plus tourner en circuit fermé dans le crière. Mais bon, il va quand même tout le temps tourner. Alors que la sonde électrique, une fois qu'elle capte que la température est à 20 degrés, ça s'arrête tout et ça redémarre automatiquement.
Donc là, par exemple, pour cette cuvée que je vous ai montrée, là, on est à 90% de conversion de l'acide malique en acide lactique. Donc il reste, je crois d'après les analyses, 0,16 g. Donc je suis largement en dessous de la norme qui m'est imposée. Je vous ai compilé les résultats d'analyse de l'œnologue en un graphique pour que vous puissiez voir l'évolution. L'acide malique est progressivement transformé en acide lactique. On peut voir que tant que le vin n'était pas chauffé, il était à environ 10-12 degrés, les fermentations n'avançaient pas, et à partir du moment où on a chauffé, les fermentations ont tout de suite avancé. On peut voir sur la fin que les fermentations ont un petit peu stagné, mais on considère qu'elles sont finies car elles sont arrivées à 0,14 g d'acide malique par litre de vin. Sachant que la réglementation nous impose d'être en dessous des 0,40 g par litre d'acide malique, on est largement bon. Bon, là vous pouvez voir que le graphique s'étend sur 3 mois, c'est un petit peu long pour faire des malos, ça nous arrive parfois, surtout que là on n'a pas utilisé de bactéries du commerce, ce sont des bactéries indigènes, mais en général ça se passe beaucoup mieux, notamment cette année, par exemple sur les Bourgognes rouges, en 15 jours à 1 mois, le travail était fait. Bon là on ne sait pas trop pourquoi, sur les gamay ça n'a pas très bien marché, mais on a réussi à le faire avec les bactéries qui étaient dans le vin, donc tout va bien. Là, je vais débrancher, je vais attendre que la cuve se refroidisse et demain matin, je vais sulfiter. Donc voilà, par exemple, quand je vous dis qu'on sulfite pas trop, la dernière fois qu'on avait sulfité, c'était à l'entrée des raisins pour la cuvaison, j'avais sulfité à 5 grammes. Donc sachant que pendant la cuvaison, la majorité du SO2 est soit assimilée par le vin, il y en a une partie qui est perdue dans le marc. Enfin bref, là, il reste vraiment plus grand chose. Là, le but de sulfiter, c'est de tuer les bactéries qui restent. Parce que bon, à mon avis, pour que ça avance plus trop, il doit plus en avoir beaucoup de vivantes. Donc voilà, c'est pour enlever tout ce milieu-là. Parce que sinon, les bactéries, le peu qui reste, elles peuvent commencer à dégrader d'autres choses dans le vin. Bon, ce serait surtout gênant, par exemple, sur des blancs, où j'aurai encore un peu de sucre résiduel. Elles risqueraient de s'attaquer, une fois qu'elles ont fini les acides, elles risqueraient de s'attaquer au sucre résiduel. Mais voilà, là comme là sur les rouges, le SO2 va permettre d'assainir un petit peu le milieu, donc de tuer un petit peu toute cette flore dont on n'a plus besoin maintenant, puisque là les vinifications sont terminées. On va passer à l'élevage, donc c'est-à-dire le vin va pouvoir vieillir tranquillement jusqu'à la mise en bouteille. Et le deuxième rôle de ce SO2, c'est que comme on n'a pas sulfité depuis un bon moment, ça permettra de protéger le vin contre l'oxydation qu'il a pu avoir un petit peu jusqu'à maintenant, et puis aussi pendant les mois prochains. Parce que là, maintenant, on va le soutirer dans les jours qui viennent, c'est-à-dire qu'on va passer le vin dans une autre cuve et on va retirer les lits qui restent. Et là, on n'y touchera plus jusqu'à la mise en bouteille. On fera quelques contrôles de SO2 libre. C'est le SO2 qui n'est pas assimilé dans le vin, donc qui sert à le protéger contre l'oxydation. Donc on fera peut-être 1 ou 2 analyses d'ici l'embouteillage. Si les analyses disent que le vin a assimilé tout le SO2, on en rajoutera un petit peu. Sinon, on n'en rajoutera pas jusqu'à l'embouteillage où on en rajoutera un tout petit peu, histoire de le caler pour pas qu'il bouge une fois en bouteille. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire. À la prochaine au domaine.